Techniciens français et anglais hors Québec et Moncton en sont venus à une entente de principe. Les techniciens sont en grève depuis le début du mois de décembre. Une grève qui touche toutes les stations de Radio-Canada hors Québec, sauf celle de Moncton. Enfin, à Montréal, l'incendie sur le toit d'un immeuble gouvernemental de 7 étages est maintenant circonscrit. Les flammes ont cependant nécessité l'évacuation des 1000 employés qui se trouvaient à l'intérieur. Il n'y a pas eu de blessés. L'édifice du centre-ville abrite plusieurs bureaux du gouvernement canadien, dont ceux du SCRS. Une enquête est en cours. Après la pause, Capital Action avec Claude Beauchamp. Bonne soirée. Chez Signature Maurice Tonguay, toute une gamme de produits d'excellence donne le ton à un ravissement total. Tous les meubles sont sélectionnés pour leur design unique et leur qualité supérieure. Literie, matelas, boutique de décoration, partout, l'œil est séduit par un fabuleux nouveau décor inspiré des réputés palais vénitiens. Livraison, installation et services gratuits à la grandeur de la province. Signature Maurice Tonguay, place Sainte-Foy. Regain de confiance du consommateur américain. Nouveau souffle pour l'euro, peut-être après le 1er janvier. Et en entrevue, le président de Cryocat. Bon début de week-end, madame, monsieur. Eh bien, les consommateurs américains commencent peut-être à se remettre du choc subi le 11 septembre dernier. C'est ce que donne à penser, en tout cas, l'évolution de l'indice de confiance de l'Université du Michigan, un indice suivi de près par les économistes en raison de la forte fréquence de ces sondages tout au long d'un mois. Cet indice a progressé de 5 % en décembre et à 88,8 points. C'est le niveau de confiance des consommateurs le plus élevé depuis août dernier. Donc, on est revenu au niveau d'avant les attaques terroristes à New York et Washington. Par ailleurs, les économistes ont été agréablement surpris par le recul modéré des dépenses de consommation en novembre, un recul de 0,7 % après le bond tout à fait exceptionnel de 2,9 % observé en octobre. L'humeur des investisseurs allant de pair avec l'humeur des consommateurs, eh bien, les marchés boursiers ont connu une bonne journée. Tous les indices nord-américains sont en hausse. La revue boursière de la semaine en compagnie de Dominique Beauchamp, chroniqueur financier au Journal des Affaires. Dominique, bonsoir. Bonsoir. Alors, une semaine mitigée, en tout cas, selon les différents marchés. Tout à fait. Il y a une récupération du Dow Jones et du S&P, mais le Nasdaq n'a pas repris toutes ses pertes du début de la semaine. Alors, pour la semaine, le Dow Jones a gagné 2,3 %, le Standard & Poor's a gagné 1,9 % et le Nasdaq n'a pas réussi à effacer ses pertes des 4 premières séances aujourd'hui, perd 0,4 % pour la semaine dans son ensemble. Le TSE 300 gagne 1,4 % pour la semaine. Donc, finalement, le Dow Jones commence à avoir solidement récupéré là, depuis la fin septembre. Tout à fait. Il est en hausse de 22 % depuis la fin de septembre. On sait que l'indice a beaucoup de types de produits de consommation, justement, et le consommateur se porte en bien. Cet indice-là en bénéficie au premier chef. Le S&P 500 a plus de types de technologies qui, eux, tirent un petit peu plus par l'arrière depuis quelques semaines. Et aujourd'hui, pour la semaine, je pense que le TSE 300, la remontée a quand même été assez généralisée. Pour la semaine, tous les sous-indices sont à la hausse. Une seule exception, celui des produits industriels dans lequel on retrouve les titres de technologie, qui lui aussi n'a pas récupéré ses pertes du début de la semaine. Il a perdu 0,8 % pour l'ensemble de la semaine. Bon, il y a eu plusieurs événements importants, des transactions aux États-Unis qui ont eu des répercussions ici au Canada. Il y a eu des transactions au Canada. Si on regardait ça d'un peu plus près, bon, d'abord, la transaction là, qui a fait passer le câble de AT&T à Comcast aux États-Unis, ça a eu des répercussions ici au Canada. Tout à fait. Comcast est le troisième câbleau-distributeur américain à acheter le premier câbleau-distributeur pour 72 milliards, si on inclut la dette. Évidemment, la transaction s'est faite à forte prime et quand cela se produit, comme les titres des câbleaux-distributeurs s'échangent
dans les mêmes multiples, dans des multiples similaires, ça fait monter les câbleaux canadiens. Alors, Rogers, qui est notre principal câbleau canadien, a gagné 9 cette semaine à 26,55. À chaque fois qu'il y a une transaction aux États-Unis, on regarde les évaluations et la transaction américaine s'est faite à 4 500 $ US l'abonné, alors que Rogers se transige à 2 500 $ canadiens par abonné. Alors, ça fait monter son Mais il reste valeur. que Rogers n'a pas grand acheteur potentiel à court terme, en tout cas. À moins que le gouvernement change les règles de propriété étrangère qui pourraient survenir d'ici 2 ans. On sait qu'AT&T est actionnaire de la filiale sans fil de Rogers et Microsoft est actionnaire de Rogers Communications et on sait que Microsoft fait aussi partie de la transaction avec Comcast. Alors, on voit un petit peu la spéculation tout autour de ça. Il y a un autre titre du secteur des télécommunications là, qui a fait parler de lui cette semaine. C'est Microcell Télécommunications, en hausse, une hausse importante pour la semaine. Une hausse de 20 en pourcentage. Évidemment, le titre n'est plus que de 3,30 $. Alors, en pourcentage, c'est important. Elle a bouclé un financement de 350 millions de dollars, comme elle avait dit qu'elle ferait d'ici la fin de l'année. Maintenant, la Caisse de dépôt et placement est le deuxième principal actionnaire avec 21 des actions. La compagnie de Charles Sirois suit est en premier avec 25 et en troisième lieu, on retrouve l'américaine VoiceStream avec 15 donc, il y a une présence accrue de beaucoup de la Caisse de dépôt dans cette transaction-là. Et aussi VoiceStream. Est-ce que VoiceStream a augmenté sa participation? Ils participent à l'émission pour maintenir leur intérêt à 15 tout à fait. Et il y a, je pense qu'au niveau aussi du financement par dette, Microcell s'est assuré de une centaine de millions additionnels? Tout à fait, de Crédit Suisse First Boston. Elle voit ça un peu comme un coussin financier. Tous ces financements devraient lui permettre de financer ses activités jusqu'à la fin 2003. À partir de cette date-là, elle prévoit pouvoir s'autofinancer avec les fonds générés par son exploitation. Par contre, Canadian Tire a fait une transaction qui a été mal reçue par le marché. Le titre a reculé de 9 cette semaine. On comprend mal l'intérêt stratégique pour Canadian Tire d'acheter Mark Works Warehouse. Ça ajoute à peine 5 cents au profit par action l'année prochaine et peut-être 3-4 cents de plus s'il y a des synergies qui s'en suivent. Mais on comprend mal l'intérêt pour le quincaillier, le détaillant généraliste d'acheter une chaîne de vêtements. Les analystes voient peu de synergie entre les deux chaînes. Dominique, merci beaucoup. Merci. Bon week-end. Bon week-end. Bientôt. Dans quelques instants, je reçois M. Stephen Ellis, président de Cryocat Technologies. Médaille de bronze glucosamine 500 mg, médaille d'argent glucosamine 1000 mg et la médaille d'or va à la glucosamine chondroïtine. Les suppléments alimentaires Racine de vie, un choix gagnant pour la science, la qualité et le juste prix. Chaque bonne raison de bien arriver à destination est pour nous une source d'inspiration. C'est pourquoi plus de gens au monde ont choisi General Motors. Merci de votre confiance. Les chercheurs du laboratoire de la Racine de vie ont parcouru le monde entier afin de vous offrir un des meilleurs produits naturels que vous retrouverez dans chaque ampoule de marque Enerforce. Choisissez Enerforce, un supplément alimentaire de la Racine de vie pour la science, la qualité et le juste prix. C'est bien mon Alain. Toujours dévoué pour son monde et pas juste pour sa famille. Aider les gens, prendre le temps d'écouter, rassurer. Il a toujours été comme ça, lui. Et de nos jours, trouver une oreille attentive et pas être traité comme un numéro, ça fait toute la différence. Surtout quand il est question de santé. C'est pas un hasard s'il est pharmacien. Il aime le contact avec le monde et les gens le choisissent justement parce qu'il prend son travail à cœur. Family Prix, pour un monde en santé. Je ne t'ai jamais dit adieu.
Le Bureau fédéral de la concurrence entend s'opposer à l'acquisition de 17 stations de radio appartenant actuellement à Télémédia par Astral Média. Le Bureau n'a pas fait connaître les points précis sur lesquels il fondera son opposition. Mais on sait que si cette transaction allait de l'avant, eh bien Astral va détenir notamment au Québec une position dominante avec près de 40 de l'auditoire. Astral Média et Télémédia ont immédiatement déposé séparément une requête auprès de la Cour fédérale du Canada soutenant que seul le CRTC a juridiction sur l'industrie de la radio. L'action d'Astral Média fléchit de 70 cents à 48,25 $. Cryocat Technologies a procédé aujourd'hui à la clôture d'un financement de 21 millions de dollars. Il s'agissait là de sa 5e ronde de financement depuis 1995, date de sa fondation. Cryocat se définit comme un leader international dans l'utilisation des très basses températures dans le traitement de désordres cardiovasculaires comme la tachycardie. Cryocat a déjà commencé à commercialiser certains de ses appareils en Europe, mais il est toujours essentiellement une entreprise en développement qui doit consacrer d'énormes ressources à la recherche. Pour les 9 premiers mois de 2001, elle montre des revenus de 2 200 000 $ et des pertes nettes de près de 12 millions, soit 53 cents par action. Depuis un an, l'action s'est appréciée de 80 %, passant de 4,10 $ à 7,45 $ en clôture ce soir. Il me fait plaisir d'accueillir M. Stephen Arles, président et chef de la direction de cette entreprise montréalaise. M. Arles, bonsoir et bienvenue à Capital Action. Bonsoir, Alors, parlons donc de finances, puisqu'aujourd'hui, vous avez quoi? À peu près 20 millions de plus dans vos poches, là, net? Net, 20 millions aujourd'hui, puis avec le 40 millions qu'on avait déjà dans la banque, ça veut dire qu'on a une bonne balance de compte. Ouais, vous avez quoi, à peu près 140 millions de dollars de liquidité, c'est ça, pour poursuivre vos travaux? Oui, c'est ça. Alors, l'utilisation de ces fonds-là, vous êtes encore une entreprise en développement, c'est surtout des dépenses de recherche à ce moment-ci ou surtout des dépenses de commercialisation? Ça commence à transformer des dépenses de recherche et développement à la commercialisation. Maintenant, Sales and Marketing en Europe va nous coûter dans l'année prochaine 4 à 5 millions de dollars avec une vente de force directe, parce qu'on veut vendre nos produits directement dans les marchés principaux en Europe. Parce qu'actuellement, je pense que vous, j'aime pas beaucoup l'expression en français, en anglais on dit burn rate, vous brûlez à peu près 2 millions de dollars. Cette année, on va brûler à peu près 2 millions de dollars par mois, une augmentation de 500 000 en comparaison avec l'année passée, mais avec le rond de financement aujourd'hui, on est confortable qu'on a assez de fonds pour au moins un autre 30 mois. 30 mois. Oui. Vous avez investi combien jusqu'à maintenant? Vous avez 140 millions de dollars de liquidité à peu près au moment... pas 60 millions de liquidité au moment où on se parle. Vous avez investi combien jusqu'à maintenant? Jusqu'à maintenant, nous avons dépensé dans la technologie à peu près 70 millions de dollars. C'est énorme. C'est énorme, mais les marchés qu'on peut poursuivre sont énormes. Alors, c'est un investissement pour un retour long terme. Vous avez commencé à commercialiser, je pense, ce produit-ci en particulier. En particulier, vous allez m'expliquer qu'est-ce que c'est. C'est une cathéter cardiaque, puis nous sommes, comme vous voyez ici... Je vais le tenir pour pouvoir le montrer à la caméra comme il faut. Oui. Alors, cette cathéter est entrée vers le pot, dans un cœur battant, puis on peut localiser la source de la tachycardie dans une cœur battant. Puis quand on a trouvé, on peut réduire la température du type de cette cathéter ici. Réduire très froid. À moins combien? Moins 80 degrés centigrades. Moins 80 degrés centigrades. Puis geler le tissu dans la cœur, c'est plus safe que d'utiliser la chaleur. Jusqu'à date, la technologie disponible sur le marché mondial était des cathéters qui brûlent le tissu. Nous sommes la première société mondiale. Ça vaut combien, ça, ce que j'ai entre les mains, là? Ça vaut, dans le marché européen, maintenant, on attire un montant de 2 000 $ canadiens ou 1 400 $ américains chaque cathéter. Et ça, c'est utilisation unique? Unique, une fois. Un patient, etc. On appelle ça le Razor Blade, le modèle du Razor Blade. On met un instrument permanent, une console, puis après ça, c'est les ventes de cathéters qui produisent la revenu. La recherche porte sur quoi actuellement? C'est vos travaux de recherche essentiellement. C'est d'autres produits? Oui, on a une ligne de produits qui est en train d'être développée. Nous avons
commencé à utiliser dans la clinique un deuxième produit qui s'appelle Arctic Circular, qui peut produire les mêmes lésions que Freezer, le premier produit commercial, mais que ça peut réduire le temps, la duration d'une procédure de 4 heures jusqu'à 2 heures. Alors, ça peut accélérer la procédure, puis c'est plus acceptable pour le marché. Parlant de durée, s'il y a des actionnaires qui nous écoutent ou peut-être des investisseurs qui regardent votre entreprise, vont devoir attendre combien de temps avant que vous arriviez à la rentabilité? On pense que dans le 3e ou 4e quart de l'année 2004, on va être une compagnie profitable. Alors, on aura l'occasion de se revoir d'ici là, j'espère, M. Harless. D'accord. Merci. Je vous souhaite d'excellentes fêtes. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Eh bien, 11 monnaies nationales européennes vont complètement disparaître mardi prochain, le 1er janvier. L'arrivée du numéraire va-t-elle donner un nouveau souffle à l'euro? On en parle après la pause. Je te le dis, je te le dis, c'est rempli de bas prix chez Brouille Martineau, comme ce lecteur DVD à 199 $ ou cette mini-chaîne à 299 $. Je te le dis, chérie, là, on a fini notre magasinage de Noël. Brouille Martineau pour l'électro. Voici le tout nouvel album Cieli di Toscana d'Andrea Bocelli. Vivez l'expérience de la plus belle voix. Et vivez la romance de la Toscane avec Cieli di Toscana. Cieli di Toscana, le nouvel album d'Andrea Bocelli, est disponible maintenant. Hydro-Québec présente le festival Montréal en Lumière en collaboration avec Via Rail Canada. Les événements spéciaux Stella Artois avec en soirée de préouverture le ténor José Carreras, le gala d'ouverture avec Barbara Hendricks, le Cirque Éloise accompagné de l'orchestre du festival Montréal en Lumière dans Cirque Orchestra, la compagnie Marie Chouinard, les grands ballets canadiens de Montréal et la Dame de Pique. Montréal en voix, un concert réunissant nos plus grands artistes lyriques. Consultez la presse du samedi. Informations et billetterie Info Lumière Belle au 514-288-9955. Bonjour, je m'appelle Sylvie et ça c'est mon premier disque. Ma sœur a 1 an et c'est ma petite poupoune. Quand elle boit son lait, elle fait des petites ballons. Très tôt le matin, dans son lit on l'entend qui jase. Découvrez l'univers unique de Sylvie. En vente maintenant. Je te le dis, c'est rempli de bas prix chez Brouille Martineau, comme ce magnétoscope à 79 $ ou ce téléviseur 27 pouces à 379 $. Je te le dis, chérie, là, on a fini notre magasinage de Noël. Brouille Martineau pour l'électro. Marché financier, bien la journée comme la semaine d'ailleurs, a été marquée par la dépréciation du yen, un mouvement voulu d'ailleurs par les autorités monétaires et politiques du Japon. Cela pour tenter de relancer l'économie par une reprise des exportations. Le yen a baissé au cours des 7 dernières séances et a perdu près de 5 % de sa valeur depuis un mois. Il est rendu à son plus bas niveau depuis 3 ans vis-à-vis le dollar américain. Notre dollar aussi a également baissé aujourd'hui. L'adoption d'une monnaie unique dans 11 des 15 pays membres de la communauté européenne a profondément changé depuis 3 ans la vie des entreprises. Elle fonctionne déjà pour la plupart en mode euro. Et à compter de mardi prochain, 1er janvier 2002, l'euro deviendra la seule monnaie d'échange pour les individus également. La disparition du franc, du mark, de la lire et des autres monnaies nationales constituera un moment important, tout au moins au plan psychologique, dans le processus de construction européenne. Mais l'apparition du numéraire aura-t-elle un impact sur l'euro lui-même, l'euro qui, depuis sa création, s'est déprécié de quelques 25 % vis-à-vis le dollar américain. Je vous propose cette entrevue réalisée avec M. Philippe Iturbide, directeur de la recherche stratégique mondiale pour la Banque française Société Générale à Paris. M. Iturbide, bien le bonsoir.
Bonsoir. Alors, il va se passer des choses quand même assez importantes en Europe le 1er janvier. Sans doute que la diffusion du numéraire là, qui va remplacer les vieilles monnaies nationales, le franc, le marque, etc., ça va sûrement avoir un impact psychologique sur les individus, mais est-ce que ça pourra changer l'évolution de l'euro sur les marchés financiers? Sur les marchés financiers, c'est difficile de considérer que ça aura un impact énorme dans la mesure où les marchés financiers vivent déjà à l'heure de l'euro depuis près de 3 ans. Par contre, c'est vrai que l'introduction des pièces et des billets va entraîner des avantages très certains pour les gens qui commercent à l'intérieur de l'Europe ou même simplement le tourisme. Est-ce que l'on peut dire que la constitution de l'euro il y a 3 ans a vraiment créé ou a vraiment permis à un marché unique de se développer dans la zone euro? Oui, absolument, parce que en fait, quand on regarde les échanges à l'intérieur de la zone euro, ils étaient extrêmement importants, puisque 75% des échanges se faisaient entre nous. La différence entre la situation que nous avons aujourd'hui et celle qui prévalait précédemment, c'est qu'aujourd'hui, tout se fait dans la même devise, ce qui facilite très fortement les échanges, comme en plus aller de pair avec une libéralisation totale des marchés. C'est vrai que ça a eu un effet très positif. Alors, les marchés financiers, je ne sais pas, moi je pense aux marchés obligataires ou d'autres marchés financiers, est-ce qu'on peut dire qu'il y a vraiment un marché là, européen, dans la zone euro? Oui, on peut dire ça, même si c'est vrai que sur les marchés de taux notamment, il reste encore la souveraineté des pays et une certaine souveraineté budgétaire qui fait qu'il existe néanmoins des spreads entre les différents marchés obligataires, mais on peut néanmoins affirmer que le marché obligataire euro, le marché des actions euro, le marché d'échange, a fortiori euro, existe déjà depuis 3 ans. Vu de ce côté-ci de l'Atlantique, on se dit l'euro, depuis sa création, a perdu peut-être 20-25% de sa valeur. On a vu à la dernière période difficile autour des événements du 11 septembre dernier que c'est plutôt le franc suisse qui a joué le rôle de valeur refuge et non pas l'euro. Est-ce que vous pensez que le fait que maintenant l'euro soit une monnaie vraiment utilisée tous les jours va je dirais, accroître le rôle de l'euro, la puissance de l'euro, l'impact de l'euro? Alors on peut penser ça sans trop de crainte de se tromper. Il reste néanmoins le fait que les banques centrales doivent augmenter considérablement leurs réserves de change en euros et l'euro devrait être utilisé davantage dans les échanges de matières premières pour que celui-ci ait une vraie composante de monnaie internationale. Alors la raison pour laquelle l'euro a perdu beaucoup de valeur au cours de ces dernières années, c'est aussi lié au fait que les entreprises françaises les entreprises européennes, ont beaucoup investi à l'étranger et tout ça, ça a pesé sur l'Europe. En fait, la faiblesse de l'euro venait aussi d'une certaine force de la zone euro. L'euro, tout le monde, évidemment, reconnaît que c'est déjà, et de loin, la deuxième monnaie d'importance dans le monde, mais son rôle international se développe plus lentement, je pense, que certains le prévoyaient. Oui, en fait, quand on regarde les échanges internationaux, 40% des échanges internationaux se font déjà en euros, mais beaucoup d'entre eux se font à l'intérieur de la zone euro. Quand on regarde le marché obligataire de la zone euro, il représente un poids aussi important que celui du marché du dollar. Quand on regarde également les transactions sur les marchés d'échange, l'euro est devenu une devise très importante, au même titre que le dollar ou que le yen. Par contre, son poids en tant que monnaie internationale reste encore à définir parce que la crédibilité de la Banque centrale européenne n'est pas encore établie, parce que il y a encore des différences politiques entre les pays de la zone. Enfin, pour être clair, la zone euro existe sur un plan financier, mais sur un plan politique, elle reste encore à être créée. C'est du moins l'avis de bon nombre d'investisseurs internationaux. Bon, vous parlez de la Banque d'Europe, la Banque centrale européenne, vous parlez de crédibilité. Est-ce que, selon vous, la Banque d'Europe a jusqu'ici appliqué une politique crédible, une politique quand même adéquate dans les circonstances? Alors il y a deux concepts, il y a l'adéquation de la politique monétaire, puis il y a sa crédibilité. Sur l'adéquation, je pense qu'il n'y a pas trop de doute dans le sens où la Banque centrale européenne finalement accompagne relativement le cycle économique. Alors je sais bien que du côté du monde anglo-saxon, on est toujours assez déçu du fait que la Banque centrale européenne ne soit pas beaucoup plus agressive en termes de baisse de taux, mais il faut savoir que nos économies sont bien plus sensibles aux taux longs qu'à des taux courts, donc ce n'est pas aussi fondamental que ça. Alors du point de vue de l'adéquation, la Banque centrale européenne a fait à mon avis un très bon travail. Du point de vue de sa crédibilité, ça reste à confirmer dans le
le sens où la politique de communication de la Banque centrale européenne est très déficiente par rapport à celle qui peut être menée par exemple par la Fed aux États-Unis. Et donc sur ce point, c'est vrai que les marchés sont un peu restés sur leur faim depuis 3 ans et ont tendance à considérer que la Banque centrale européenne agit trop lentement et avec beaucoup trop de retard. Et c'est vrai que si on compare avec l'agressivité entre guillemets de la Fed, il y a beaucoup à dire sur ce sujet. Monsieur Iturbide, merci beaucoup et à une prochaine, j'espère. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Eh bien, Nortel fait bande à part chez les équipementiers. L'action monte de près de 11 % aujourd'hui. Michel Boisvert, bonsoir. Oui, bonsoir, Claude. Alors, la compagnie dit qu'on va faire des pertes nettes d'à peu près 2 milliards de dollars américains, des pertes d'exploitation d'1 demi-milliard. Mais en dépit de ça, c'est une bonne nouvelle, oui, écoutez. Ben, ce qui s'est passé, on était habitués depuis 2 semaines. Il y a eu Lucent, Sienna, hier c'était Juniper, qui avertissait les marchés comme quoi, bon, le résultat serait moins bon que ce qu'on attendait. En fait, même si Nortel fait des pertes, c'est que les pertes sont moins importantes que ce... C'est moins pire. C'est moins pire, mais c'est moins pire. Donc, ce qu'on s'attend comme perte, bon, bien sûr, c'est des pertes avant amortissement, avant charges exceptionnelles, etc. Ce seront des pertes d'1 demi-milliard de dollars américains, c'est 16 cents l'action. Les analystes s'attendaient à 18 cents. Quand on met tout l'ensemble des pertes, là, on parle de pertes de 2 milliards de dollars, 63 cents l'action. Bon, moi, je m'intéresse beaucoup à l'évolution des revenus, parce que si les ventes ne montent pas de Nortel, les profits ne monteront pas beaucoup non plus. À moins qu'on diminue les coûts, ce qu'on fait beaucoup chez eux. Oui. Mais effectivement, du côté des revenus, là, c'est là que le bas blesse, parce que les revenus seront en baisse pour un 4e trimestre consécutif, et c'est moins fort que ce à quoi on s'attendait. Pas beaucoup moins fort. Les analystes attendaient à 3,5 milliards. On aura 3,4 milliards. Mais ce que dit Nortel, justement, c'est qu'elle a réajusté sa structure de coûts pour faire en sorte que, dès le premier trimestre 2002, si les revenus, même si les revenus seraient en bas de 4 milliards de dollars, on devrait être en mesure d'atteindre le seuil de rentabilité, encore une fois, bon, avant charges exceptionnelles, etc., etc., etc. Est-ce qu'on a fait des projections un peu plus long terme chez Nortel pour l'ensemble de 2002, par exemple? Non, on n'a pas voulu faire ça. On n'a pas non plus voulu se risquer à dire à quel moment on a l'impression qu'il y aura reprise pour les équipements vendus par Nortel. Oui. Donc là-dessus, on a été très, très discret. Ce que l'on dit, c'est que bon, ça va bien au niveau de la restructuration et on présentera donc les résultats du 4e trimestre de façon officielle le 17 janvier prochain. Merci. Merci. Alors, nous sommes déjà rendus en janvier. C'est le temps pour nous, Michel Boisvert et moi, de vous souhaiter un joyeux Noël. Capital Action fera relâche jusqu'à jeudi prochain. Ne manquez pas surtout alors notre émission spéciale de fin d'année, émission consacrée entièrement à une entreprise qui a bien tiré son épingle du jeu. Je recevrai M. Laurent Lemaire, président de Cascade. D'ici là, bonne soirée et joyeuses fêtes. Ici RDI, le réseau de l'information. Votre agenda culturel vous est présenté par la Lincoln LS. Jim Carrey a remisé son habit de grincheux au placard et s'empare des écrans de cinéma aujourd'hui dans The Majestic, le dernier long-métrage du réalisateur de La Ligne verte, Frank Darabont. Il prend cette fois les traits d'un célèbre cinéaste hollywoodien des années 50, accusé d'appuyer la cause communiste. Devenu amnésique suite à un accident, il se retrouvera dans un petit village accueillant où il contribuera à remettre sur pied le cinéma local, le Majestic. What happens if his memory does come back? Je suis bien arrivé de l'autre côté, mon travail va bien. Le théâtre de quartier s'y connaît avec le jeune public. Cela fait 26 ans que la compagnie réjouit les enfants avec ses productions pas banales. Après Les Papas, présentés cette semaine, elle offre les 2 autres spectacles de sa trilogie familiale avec Les Petits Orteils, qui connaît un succès sans précédent depuis sa création il y a 10 ans, et Les Deux Sœurs, qui traitent des différences entre le monde de l'enfance et celui de l'adolescence. You are the best natural code breaker I have ever seen. La cérémonie des Golden Globes est pour plusieurs le baromètre par excellence quand vient le temps de prédire les films qui se disputeront les honneurs aux Oscars.
Si l'on suit aux nominations qui viennent d'être dévoilées en vue de cette cérémonie, Beautiful Mind et Moulin Rouge ont un avenir prometteur. Ces deux productions se retrouvent en tête des nominés en compétition dans 6 catégories, suivies de près par le dernier long-métrage de Robert Altman, Gosford Park. La météo vous est présentée par Phytobec. L'exercice et Phytobec, voilà la formule gagnante. Montréal, évacuation à l'aéroport de Dorval à cause d'un colis suspect. Des soldats britanniques entrent dans Kaboul à la veille de l'assermentation du nouveau gouvernement.